Mes amis, Poutine a un plan pour transformer l'Internet russe en chepurné. C'est le nouvel Internet russe ou un Internet isolé à la nord-coréenne ou à la chinoise, isolé de l'Internet libre occidental. Ce que vous voyez sur la carte ici, les points rouges représentent les petits fournisseurs d'accès à Internet en Russie. Les points verts représentent les plus grands fournisseurs qui se conforment aux nouvelles exigences du Kremlin. Les plus petits ne s'y conforment pas. Quelles sont ces exigences ? Ces exigences sont ce que Poutine va utiliser pour regrouper pratiquement tous les fournisseurs d'accès à Internet russe en une, deux ou trois entreprises contrôlées par le Kremlin. Au lieu d'un blocage direct, il y aura une pression progressive à travers des tarifs, des licences et des restrictions techniques à rapporter le service de renseignement extérieur. Donc, ils ont bloqué ce qu'ils ont bloqué. Désormais, leur objectif est de tout contrôler, chaque connexion. Cela signifie qu'ils doivent contrôler les fournisseurs eux-mêmes. Et en ce moment, il y a des centaines, voire des milliers, de petits fournisseurs d'accès à Internet en Russie. L'initiative clé, c'est la mise en place d'une facturation du trafic Internet international pour les utilisateurs mobiles. Cela représente environ 2 $ par gigaoctet, ce qui est énorme. Vraiment énorme, c'est extrêmement cher. Officiellement, c'est un nouveau modèle tarifaire, mais en réalité, c'est une façon de rendre l'utilisation des VPN trop coûteuse. Donc, ils n'interdisent pas ces VPN. Ils se contentent de taxer leur utilisation jusqu'à ce que les gens ne puissent plus payer. Car tant qu'ils paient, le gouvernement gagne de l'argent. Dans le cas d'une utilisation constante d'un VPN, même le trafic ordinaire pourrait être classé comme international, ce qui augmenterait considérablement les coûts pour les utilisateurs. Mais cette prochaine exigence que le Kremlin impose aux petits fournisseurs va tout changer. Ils ne peuvent pas, ils n'ont plus le droit de fournir Internet dans les zones rurales de la Russie. Ils seront absorbés par les grands fournisseurs capables de respecter ces nouvelles exigences. Parallèlement, les autorités russes prévoient de changer radicalement les règles du jeu sur le marché. Au lieu de 17 types de licences, il n'en restera que 3, mais avec une forte augmentation des exigences financières. Cela signifie que la plupart des petits fournisseurs ne pourront pas poursuivre leur activité. On s'attend à ce que plus de 90% des opérateurs régionaux disparaissent ou soient absorbés par les grands acteurs. Ces grands acteurs, par coïncidence, tant que les sont contrôlés par le Kremlin et ils servent les intérêts du Kremlin. Par conséquent, ils contrôleront l'ensemble de l'utilisation d'Internet en Russie, même les VPN. Que pensent les Russes de cette situation ? Jusqu'à présent, le Kremlin a directement bloqué la majeure partie d'Internet occidental. Ils n'utilisent pas de système de liste noire. Ils utilisent un système de liste blanche, ce qui signifie que tout est bloqué, sauf les applications et pages autorisées, comme les sites du gouvernement russe, les banques et ce genre de choses. Voici donc l'un des citoyens russes à Tuapse, debout juste à côté de l'endroit où le drone ukrainien a frappé. Voyons ce qu'il a à dire. Sous le feu, à nouveau. Un autre drone est tombé. Regardez, je suis juste à côté du site du crash. Ici, c'est Tuapse. Et vous savez, je voulais dire merci à notre gouvernement pour avoir bloqué, restreint et interdit tous ces réseaux sociaux occidentaux et Internet, n'est-ce pas ? Pour que tout soit sûr pour nous. Je me sens en sécurité. Merci. C'est une telle satire parce que vous savez qu'en Russie, on n'a pas le droit de dire grand-chose. Vous serez emprisonné ou condamné à une amende. Donc c'est un homme qui dit autant qu'il est possible de dire en Russie, remerciant en quelque sorte le gouvernement d'avoir empiré les choses. Parce que la raison officielle pour laquelle Roskomnadzor, la société russe qui bloque ses contenus au nom du Kremlin, le fait, c'est pour la sécurité du peuple russe. Donc cet homme remercie maintenant le gouvernement d'avoir rendu la vie plus sûre. Tout est bloqué, rien ne fonctionne, mais au moins le drone est tombé juste ici. Donc je me sens en sécurité. Oui, c'est de la satire, mais il y a bien plus de vérité dans cette situation que vous ne le pensez. Des millions de Russes ressentent cela. Et à un moment donné, cette ironie pourrait se briser comme un ressort, comme l'a dit la blogueuse Victoria Bonia. D'ailleurs, il y a effectivement eu quelques manifestations publiques le 29 mars dans toute la Russie. De petites manifestations. Ils essaient de protester contre les restrictions. Vous savez, oui, comment ça s'est passé. Personne n'en a vraiment parlé parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Parce qu'aussitôt que des gens se rassemblaient quelque part, puisque le gouvernement était au courant de ces manifestations, tout le monde était arrêté sur place partout. Donc oui, voilà comment ça s'est passé. Je vais maintenant vous présenter un article sérieux sur l'évolution des restrictions d'Internet en Russie, car cela peut sembler chaotique et donner l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si cela donne cette impression, c'est parce que c'est vrai. La Russie agit ainsi pour la première fois à cette échelle et, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Voilà la réalité. Les personnes responsables de ces restrictions ne savent pas non plus ce qu'elles font. La Russie évolue rapidement vers un modèle nord-coréen défini par des interdictions et un contrôle strict de l'État, en particulier après les élections de 2024. Mais ils n'ont pas de plan clair, car ils ne veulent pas d'un modèle nord-coréen complet. Ils veulent quelque chose entre la Corée du Nord et la Chine avec l'application de messagerie d'État Max qui est censée tout regrouper comme le WeChat chinois. Donc ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors que Poutine imagine un Internet souverain, ou Chepurnet comme on l'appelle, ressemblant curieusement à l'URSS des années 1970 ou à la Chine moderne, il n'existe aucun plan technique ou stratégique pour savoir comment y parvenir réellement. C'est un ordre de Poutine. C'est avant tout un ordre politique, car cela nuit en réalité énormément aux intérêts économiques russes. Bloquer l'Internet, c'est bloquer l'argent. C'est comme ça. Mais ils doivent le faire puisque cela vient d'en haut. C'est un pur chaos managérial. La coupure d'Internet était motivée par le désir vague de Poutine d'interdire des choses plutôt que par une réforme structurée. Cela a conduit à un effondrement de la gouvernance où le système exécute aveuglément les ordres sans en considérer les conséquences. Et on peut le voir. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi parfois bloqué des pages gouvernementales et des banques. Ils n'avaient jamais eu l'intention de bloquer celles-ci. Cela montre simplement qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça arrive. Ça n'a pas été testé. C'est la première fois qu'ils bloquent à si grande échelle. Parfois, ils bloquent inutilement certaines adresses IP où les banques utilisent des adresses IP inappropriées, ou d'innombrables raisons qui surgissent lorsqu'on fait quelque chose d'aussi important pour la première fois. Ils ont bloqué des banques et des pages gouvernementales, ce qui a entraîné des échecs de paiement. À Moscou, par exemple, il y a eu environ une semaine où aucun paiement n'est passé. On parle de dizaines de millions, voire de 100 millions de dollars ou plus qui ne circulaient pas. Les gens ne gagnaient pas d'argent. Des entreprises font faillite parce qu'elles ne pouvaient pas être payées. On peut aussi constater qu'il y a un manque de direction claire à ce sujet. Je veux dire, Poutine peut l'ordonner, mais où est le leadership pour savoir comment faire cela ou qui en est responsable ? Roskomnadzor est l'entreprise chargée de cela, mais le FSP a une idée différente. Ils veulent contrôler Internet et non le bloquer. Poutine veut le bloquer. Donc il y a des luttes internes à ce sujet, un peu. Et on peut le voir à la façon dont ils opèrent. Parfois, ils bloquent Pantou. Ensuite, ils bloquent en leur propre adresse IP. Le manque de direction unifiée et l'épuisement des ressources pourraient entraîner une forte détérioration de la capacité de l'État russe à gouverner efficacement. Combien de temps cela va-t-il durer, me direz-vous ? Eh bien, cela dure déjà depuis quelques mois avec ces restrictions très sévères. D'habitude, elles se produisaient depuis 15 ans dans la campagne en Russie. Jamais à Moscou ni à Saint-Pétersbourg. À Moscou et à Saint-Pétersbourg, les grandes villes, cela dure depuis quelques mois. Et on peut s'attendre à ce que la phase aiguë actuelle du chaos dure environ 6 à 12 mois avant d'atteindre un plateau. Le Kremlin ne se contente pas de bloquer Internet, il le remplace en fait par autre chose. Il s'agit d'une application entièrement contrôlée par les Russes à travers laquelle tout est censé se passer. Max, c'est l'application Max, et ce n'est pas une application que vous pouvez choisir de télécharger ou non. Non, le Kremlin a adopté une loi selon laquelle elle doit être préinstallée sur chaque téléphone vendu en Russie à partir du 1er septembre. Dès le 1er septembre 2025, donc dès l'année dernière, chaque téléphone acheté en Russie a déjà cette application. Et si vous croyez qu'il suffit de ne pas l'utiliser, non. Cette application aura accès à vos données biométriques, votre reconnaissance faciale, vos empreintes digitales. Elle aura accès à chaque adresse IP à laquelle vous vous connectez partout. Elle enregistre ce que vous regardez, à quelle heure, où, ce que vous commentez, ce que vous écrivez personnellement à vos amis dans n'importe quel groupe. Elle saura tout sur vous et transmettra ces informations au gouvernement. Ce n'est pas une hypothèse, c'est ce qu'ils déclarent réellement dans leur politique de confidentialité. Si vous consultez la politique de confidentialité de Max Messenger, il est indiqué qu'ils sont autorisés à transmettre toutes ces informations au gouvernement s'ils en ont besoin ou si le gouvernement l'exige. Donc en gros, le FSP a un accès direct à votre téléphone à tout moment, n'importe quel jour, et ils ont un moyen de pression sur vous dès qu'ils ont besoin de vous faire enfermer. Vous savez comment ça fonctionne. Bien que, à partir du 1er septembre 2025, chaque téléphone doive avoir cette application, des dizaines de millions de Russes ne l'ont toujours pas installée. Les gens refusent d'installer cette application car ils savent ce que c'est. Maintenant, ils portent des blogueurs et influenceurs des fortunes pour la promouvoir. Les institutions d'État forcent très agressivement le public à faire la transition. Par exemple, les ministères du logement. Vous savez, je ne sais pas s'ils ont ça en Occident, mais je pense que oui.
Quand il y a des immeubles d'appartements, vous savez, alors cet immeuble s'autogère. Ce panel d'appartements couvre environ 50 appartements, il s'autogère. Ils ont un responsable pour communiquer avec la compagnie des eaux ou d'électricité et choisissent en une entreprise de ramassage des ordures. Ils organisent ces réunions. Donc les ministères du logement ont ordonné à tous les groupes de discussion de quartiers et d'immeubles d'appartements de migrer de WhatsApp vers Max. C'est étrange qu'ils l'imposent. Par exemple, vous faites des réunions au sujet de votre immeuble et vous voulez savoir s'il faut changer d'entreprise de ramassage des ordures l'année prochaine. Vous ne pouvez pas en parler sur WhatsApp, il faut utiliser Max pour que nous puissions le lire. Le FSP doit pouvoir lire ces discussions. Contrairement à ses concurrents, Max n'a pas de chiffrement de bout en bout et il était conçu pour une surveillance maximale de l'État. Je suppose que c'est pour ça qu'il s'appelle Max, c'est une surveillance maximale de l'État. Il n'a pas de chiffrement. Ce n'est pas du tout sécurisé. Les gens rapportent qu'il se fige tout le temps. En ce moment même, il se fige. Ils ne l'ont pas réparé. Il plante tout le temps. Ce n'est pas si facile à utiliser. En général, les gens ne l'aiment pas, mais le gouvernement l'impose à tous. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas utiliser cette application si vous avez une carte SIM virtuelle ou si vous utilisez des VPN, c'est fait exprès. En bloquant les cartes SIM virtuelles et les numéros enregistrés à l'étranger, l'application empêche effectivement les Russes vivant à l'étranger de communiquer avec ceux à l'intérieur du pays, à moins qu'ils ne conservent un numéro russe. Donc vous pouvez utiliser Max uniquement si vous avez un numéro russe ou biélorusse, et bientôt tout le monde sera obligé. Vous ne pourrez pas acheter un téléphone qui n'a pas Max dedans. Donc vous ne pourrez pas communiquer avec quelqu'un qui n'a pas de numéro russe, ce qui signifie que cela va couper tous les Russes en Russie qui ont un téléphone portable de tous les autres Russes des pays occidentaux ou du reste du monde. Les Russes seront isolés. C'est ce qui va arriver dans 1 ou 2 ans. Cela prendra un peu de temps, mais c'est énorme. Ils créent une bulle totalement isolée. Voilà, mes amis. Mais avant de partir, j'ai quelques noms à vous mentionner. Et les membres de Buy Me a Coffee. J'ai vu des commentaires de personnes ayant rejoint l'abonnement YouTube demandant pourquoi je n'avais pas écorché leur nom. En réalité, c'est via Buy Me a Coffee, une page différente dont le lien est dans la description. Devenez membre et j'écorcherai aussi votre nom. Nous avons Excalibur UX Griman Cox. Ensuite, nous avons Martin Kerstens. Martin, il y a beaucoup de Martin en Estonie, ça pourrait être un nom très estonien. Kerstens, ça fait plus Lettonie, Lituanie, dis-moi. Rodney et Carmen Liari. Vous êtes revenus plusieurs fois et j'aime beaucoup ça. Donc si vous voulez que j'écorche votre nom, devenez membre sur Buy Me a Coffee. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, assurez-vous de revenir et au revoir.